Donc, merci pour cette invitation. Donc, Oui. la question du duo a été un peu compliquée parce qu'en fait, François et moi, on se connaît puisqu'on enseigne dans la même école, mais notre connaissance mutuelle de l'un l'autre s'arrête à des croisements dans les couloirs et des fins de journée avec les étudiants. Et quand il a fallu se mettre à travailler au duo, la question était, comment trouver un point de correspondance entre le travail de François et mon propre travail. Finalement, après diverses tentatives, on en est arrivé d'une manière assez simple à se dire la question qui pourrait nous rejoindre, c'est de mettre en parallèle des processus de travail. Alors évidemment, un processus de travail pour un théoricien ou un critique d'art et pour un artiste plasticien ne sont pas les mêmes, mais finalement, malgré tout, l'idée était de construire par des schémas ou par d'autres procédés, une manière d'essayer de voir si ça pouvait se croiser. Alors, on n'est pas très sûr du résultat. En fait, on n'en sait rien. Ouais. Mais en tout cas, ça nous semblait intéressant de se déplacer l'un et l'autre. Donc, je ne vous montrerai rien de mon travail. Et je ne vous ferai pas d'exposé théorique. Voilà. Donc, l'idée, c'était... comme vous pouvez le lire sur la partie de gauche, que je n'arrive même plus à lire là, sur quoi on travaille en fait, ou bien à partir de quoi on travaille, pour finalement en arriver à comment on travaille, ou comment ça travaille. Et là, le point commun, ça pourrait être que c'est soit un objet, et ou un sujet, et ou un concept, et ou une forme. Tout ça, évidemment, à mettre au pluriel. Je ne sais plus comment. Normalement, c'est le moment où tu commences. C'est le moment où je commence. Ouais. Pas parce que c'est toi l'artiste quand même. Et donc c'est toi qui as les rames. C'est moi qui rame, ouais. C'est vrai. Merci François. Je t'en prie. Ça me fait plaisir. Donc j'ai pris un exemple qui fait partie des multiples entrées des recherches que je mène, qui sont des recherches a priori plutôt plastiques. Et j'ai pris l'exemple le plus ancien, qui est la question du camouflage, que je vais rapidement en fait développer sur une forme de schéma, c'est-à-dire comment finalement, par rapport à une typologie de forme, de code, on peut arriver à construire des processus de réflexion qui vont produire des formes. Alors je ne vous montrerai pas les formes, mais il faut bien penser qu'à chaque fois qu'une des petites directions qui sera mise sur le schéma, à chaque fois, c'est d'abord finalement des formes avant d'être un mot qui va définir quelque chose. Je ne sais pas si c'est... Donc voilà, ça c'est le début. Le camouflage, il existe de deux manières. Soit c'est chez les animaux, les zèbres dans la prairie, soit artificiel, le camouflage qui a été développé au début du XXe siècle par les militaires et peut-être une partie des cubistes. Et donc, à partir de là, très vite, je me suis rendu compte que le camouflage, c'est deux choses. C'est des formes, un registre de formes, et qui sont extrêmement codifiées. Donc, c'est des formes et des codes. Donc, d'un côté, il y a le mimétisme animal, et de l'autre côté, il y a le camouflage militaire. Et très, très vite, je me suis dit, le camouflage, c'est quoi? C'est une forme ou un motif, en tout cas quelque chose qui recouvre, donc une surface, qui recouvre un objet ou un être humain pour le faire disparaître et disparaître soi-même.
Donc là, il y a une piste que j'ai laissée, que je ne vous montrerai pas, mais ça m'amène à dire que le camouflage, c'est une dématérialisation et c'est aussi une j'y arriverai jamais, réalisation. Non, je vous ai pas. Donc une perte du corps. Voilà, plus simple. Mais que, en tout cas, la question qui devient prédominante du camouflage, c'est que c'est une forme de paysage. C'est un paysage dans le paysage qui l'utilise et qui le reproduit, mais sous forme de code. Donc ça donne ça par rapport à l'histoire du paysage classique, c'est-à-dire le paysage qui se déploie devant nous. Ah, on ne voit pas? Mais non. On ne voit pas, je suis désolé. Oui, oui, non, mais tu me fais bien. Oui, je vais zoomer par là. Attends. Attends, je peux le faire, c'est sûr. C'est mieux là? Donc, le paysage classique. Et en fait, le camouflage me permet de régler un problème d'histoire de la peinture, hein, qui est cette dualité classique entre figuratif et abstrait. Le camouflage n'est ni figuratif, ni abstrait. Il est à la fois figuratif et il est à la fois abstrait. Et de l'autre côté, ce qui m'intéressait, c'est que, donc là on est dans un domaine qui appartiendra plutôt à l'histoire de l'art, mais de l'autre côté, le camouflage par la question du code me renvoie dans la question du langage et dans la question du schéma et du motif. Enfin, du motif d'abord, puis du schéma. Donc c'est toujours le même. Donc j'aime bien aussi les glissements sur le tableau. Là, il y a naturel, mimésis. Là, il y a artificiel, camouflage militaire. Et quand on prend le paysage classique, on a la mimésie et l'art. Donc j'aime bien les... Et là, finalement, je n'ai pas réussi à faire le schéma, mais ça devrait se boucler dans les deux sens. C'est pour ça que je n'ai pas mis de flèches, en fait. J'ai mis des traits et jamais des flèches qui font des allers-retours, puisque finalement, c'est libre d'interprétation. Je vais absolument appuyer par là, mais... Et fait étrange, en fait, on peut remplacer le camouflage par la cartographie. Une transition que j'ai fait assez rapidement. Et donc, en fait, à partir de ces trois... entre le camouflage, la cartographie et le paysage, en fait, j'en suis à venir à construire un troisième tableau, qui est celui-ci, et qui m'a mené à penser que la question du paysage relevait en fait non plus, quand on parle du paysage, on parle toujours du paysage classique, mais je pense qu'actuellement, on a une lecture du paysage qui relève beaucoup plus de cet ordre-là, qui est le paysage du en-dedans, c'est le paysage à l'échelle 1, qui est celui du camouflage, et le paysage classique, qui est une échelle de la perspective, du point de vue, et le camouflage cartographique, qui est le paysage cartographique, qui est une échelle cartographique, qui est donc l'œil... ça y est, j'en perds mes mots. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de perspective, l'œil est partout, au même endroit, au même moment. Et donc, je suis un peu persuadé que c'est évidemment des changements d'échelle. On passe du méga au micro, et que notre perception du paysage actuellement, elle est vraiment sans arrêt dans une sorte de glissement entre ces différentes échelles. Donc, évidemment, tout ça sont que des alibis, que des prétextes à proposer des formes. Disons que plutôt, les formes sont des prétextes à proposer ces schémas-là.
parce que j'ai travaillé sur ces schémas-là, aussi bien dans 15 jours, ils me sembleront complètement faux, complètement désuets, complètement impossibles. En même temps, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est une entrée sur un point du travail, et finalement, comme il y a plein d'autres entrées, c'est de créer de la complexité à partir de ça, et surtout pas rendre les choses claires. Ça n'a finalement pas grand intérêt. À toi, François. Merci. Donc oui, en fait, il se trouve qu'effectivement, j'enseigne l'histoire et la théorie de l'art à Lyon. Il se trouve que par ailleurs, malgré tout, j'ai aussi une pratique. Je ne vais pas vous dévoiler ma passion pour l'aquarelle. Il ne s'agit pas de ça, mais d'une pratique collective qui est celle de faire un travail d'éditeur. Qui a commencé il y a quelques années dans une revue dont le nom s'écrit en 3 symboles, qui sont les 3 symboles que vous voyez là, qui est porté, enfin qui était et qui est toujours porté, mais sous une autre forme, mais en tout cas qui était porté à son départ par 5 personnes, 2 historiens de l'art qui sont Camille Pajard et Jérôme Dupeyrat, et 2 graphistes qui sont Colline Sunier et Charles Mazet. En fait, c'était une situation assez simple qui fait qu'on se retrouve et qu'on se dit qu'on aimerait bien monter une revue avec un problème pour monter une revue à 5, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. Ce qui est un problème quand on veut faire une revue, dans la mesure où on ne veut pas tous y mettre les mêmes choses. Ceci dit, cette revue, on se rend assez vite compte qu'on est tous à différents endroits, intéressés par différentes choses qui se croisent chez les uns ou chez les autres, qui vont de la musique aux technologies, en passant par les écrits d'artistes et ou à la réécriture de l'histoire de l'art, donc des choses comme ça très très floues, mais qui nous intéressent beaucoup les uns et les autres. Et du coup, au lieu de se soumettre au principe directionnel d'une revue qui consisterait à faire des numéros thématiques où on se passerait la coordination éditoriale les uns après les autres, on se dit qu'il serait plus intéressant de rendre compte de cette diversité qui nous traverse et de faire en sorte que chaque numéro, que la revue dans sa continuation soit une collection de textes. C'est-à-dire que un certain nombre de sujets et ou thématiques se développent non pas dans un volume, mais au fur et à mesure des volumes. Et pour rendre compte de ça, on a, dès le premier numéro, mis en place un système assez simple qui consiste à avoir des personnes qu'on invite en tant qu'éditeurs, donc là en l'occurrence Raphaël Pirenne ou Élodie Royer et Johan Gourmel, qui dans les numéros proposent des réimpressions de documents. Là en l'occurrence Radical Software, une revue canadienne de vidéos proposée par Raphaël Pirenne, et puis toujours dans le numéro 1, des extraits d'une revue d'un collectif d'artistes conceptuels japonais qui s'appelle The Play, donc qui sont reproduits dans le numéro 1, et puis dans le numéro 2, on trouve au sommaire là des textes qui sont signés de ces personnes, donc de Élodie Royer, Johan Gourmel, et puis Raphaël Pirenne un peu plus bas. Où là, il présente effectivement des textes sur Radical Software et The Play. Donc ça, c'était une des façons pour nous de rendre compte de cette... Et dans le numéro 3, une image aussi de The Play, d'une réactivation d'une performance. C'était une des façons de rendre compte de cette complémentarité au fur et à mesure des numéros. Il y en a d'autres. Moi, dans le numéro 1, j'avais écrit un texte sur une mixtape d'un DJ qui s'appelle DJ Food, qui se trouvait être très largement appuyé sur un livre d'un critique rock qui s'appelle Paul Morley, qui est un livre assez génial qui s'appelle Words and Music, qui se passe principalement... c'est un livre sur le bootleg, c'est un livre théorique sur le bootleg, mais écrit comme un espèce de roman qui se passe dans la voiture de Kylie Minogue, dans le clip de Can't Get You Out of My Head, et qui commence avec I'm sitting in a room, qui est la phrase que répète Alvin Lucier dans cette pièce
de musique expérimentale, et puis I Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue. Et donc c'est l'occasion pour lui de broder comme ça une mise en relation entre Lucier et Kylie Minogue, et donc de faire un bootleg dans le texte de Kylie Minogue et Lucier. Mais ce texte existait qu'en anglais, et il se trouve que la personne avec qui on travaillait dans la revue, enfin qui faisait nos traductions dans la revue, est un traducteur de livres, et cherchait à traduire ce livre et n'avait pas trouvé d'éditeur. Donc en fait, on l'a publié, nous, sous forme de chapitre d'un roman, sous forme d'un feuilleton en fait, qui se développait au fur et à mesure. Donc ça, c'était des choses qu'on a mis en place très volontairement comme lieu de croisement. Il y en a eu d'autres, plus ou moins volontaires, c'est-à-dire le fait d'inviter par exemple Sébastien Pluot à écrire un texte sur Parasite qui, d'une certaine façon, venait répondre à celui de The Play. Des choses plus formelles aussi, en invitant Alexis Guillet à retranscrire une performance, et puis ensuite traduire une conférence de Ryan Gander, puis apprendre le décès de Chris Marker et donc republier certains de ses commentaires, ce qui produisait comme ça au fil des numéros une récurrence de ce principe texte-image qui nous permettait au fil de la revue, essayer de rendre un peu plus limpide ce qu'étaient ces trois symboles, enfin en tout cas de prolonger l'histoire qui peut s'écrire avec ces trois symboles, dont le sens disparaît et réapparaît au fur et à mesure des numéros. Évidemment, c'est évidemment très naïf de notre part, parce que j'imagine que cette revue très mal distribuée et très peu imprimée n'a connu que très peu de lecteurs ayant pu lire les trois numéros. Mais c'est pas très grave pour nous, dans la mesure où pour nous ça nous permet de construire une cohérence et surtout d'envisager les raisons pour lesquelles on invite certains auteurs et de leur donner du sens. C'est-à-dire que les textes qu'on a publiés sont tous de très très bons textes, mais auxquels nous on voit un ajout de sens à l'endroit où on les publie. La revue s'est arrêtée et actuellement on travaille sur un projet qui arrivera bientôt, en septembre, qui va s'appeler Futur, ce qui nous paraît être un nom idéal pour une revue d'histoire de l'art. Et Futur va continuer à publier des textes de la même façon qu'on l'a fait dans la revue, c'est-à-dire en invitant des gens et en essayant de faire en sorte que la lecture de leurs textes produise du sens. Ça, c'est pas mal. C'est un bon projet. Et par ailleurs, on va développer une espèce de simili-maison d'édition, c'est-à-dire qu'on va publier des livres. À commencer par, de façon très logique, l'idée de ces livres, c'est de faire en sorte que les livres soient des émanations de ce qui se passe dans le site. Et pour rendre ça très clair et pour prolonger l'histoire de la revue, le premier livre sur lequel on travaille, c'est la republication intégrale des cahiers de The Play, ce collectif d'artistes japonais qui nous a suivis tout au long de la revue. Et on va aussi très prochainement traduire un roman d'une poète américaine qui s'appelle Bernadette Meyer et faire une republication du Clairvoyant Journal de Anna Weiner, qui sont toutes les deux des poètes américaines des années 70. Et ça provient de quelque chose qui est un texte qui sera publié sur le site, qui est un texte sur Public Access Poetry, qui était une télé libre qui diffusait de la poésie avec c'est la télé câblée aux États-Unis qui se développe assez largement à la fin des années 70 et au début des années 80. Public Access Poetry avait cette particularité d'inviter des poètes à lire de la poésie et d'enregistrer les émissions dans le Lower East Side pour les rediffuser dans le Upper West Side. Ce qui nous paraît très très intéressant quant au travail qu'on fait en tant qu'éditeur, cette idée qu'on produit quelque chose quelque part, mais qu'on ne sait pas très bien à qui on l'adresse, et que les mains dans lesquelles elle tombe, on n'a pas la maîtrise dessus. Par ailleurs, ce qui nous intéresse chez ces deux poètes sont des choses qui sont très très ancrées chez nous, c'est-à-dire que Bernadette Meyer a écrit ce livre qui s'appelle Utopia, qui est un principe assez simple, c'est-à-dire qu'elle écrit des courtes nouvelles, mais elle invite certains de ses amis à écrire des notes de bas de page.
Note de bas de page qui se constitue comme un roman dans le roman, ou une prolongation des textes eux-mêmes. Et évidemment, cette idée que des textes sonnent dans des textes est très important pour notre travail d'éditeur. Et Anna Weiner est quelqu'un qui a une particularité, c'est qu'elle voyait des mots. Par exemple, si elle était à ma place, là, elle ne verrait pas des visages un peu dans l'ombre, mais elle verrait des mots comme ça apparaître. Et elle a écrit ces... Alors là, par contre, il faut que je dézoome. Elle a écrit ces journaux dans lesquels elle écrit avec 3 voix qui sont 3 modalités d'écriture qui sont italiques ou capitales, ou bien un corps normal, et puis une écriture qui s'enchevêtre comme ça. Et qui, bon là, pour le coup, ça nous intéresse beaucoup, mais on y a réfléchi, c'est absolument intraduisible, pour des raisons évidentes. En revanche, ce qui nous intéresse là, c'est cette question de comment s'inscrit un texte et comment la façon dont il s'inscrit produit lui aussi du sens. Et ça, normalement, à la fin, on était raccord. Mais... Vas-y. Et c'est aussi pour nous une façon de continuer cette espèce de travail d'éditeur un peu déviant, dans le sens où on n'est pas, aucun d'entre nous n'est spécialiste de la poésie des années 70. De fil en aiguille, on commence un peu à connaître cette chose qui est la poésie des années 70, mais ces livres, on les publie parce qu'ils nous paraissent importants. Traduire Bernadette Meyer, c'est vraiment génial. C'est un livre fantastique à lire. Mais à aucun moment on pourra dire en tout cas nous ne pourrons jamais défendre ce projet en disant c'est le meilleur livre de Bernadette Meyer ou c'est un ouvrage indispensable de la poésie des années 70. En revanche, ce texte pour nous vient éclairer notre propre travail. C'est-à-dire que là, on prolonge ce geste qui nous paraît finalement assez intéressant, qui est celui d'être dans une dynamique de public, c'est-à-dire de rendre quelque chose public. Mais cette chose publique, elle est axée sur une réflexion privée. Et cette idée que finalement, on ne sait pas très bien comment ces choses seront reçues, par contre on sait très bien comment on les fait, et en fait on les adresse principalement à nous-mêmes. Ce qui est pas du tout une forme d'égoïsme, mais qui est une façon de se dire que cet endroit qui était l'endroit de notre dialogue, qui nous a permis de produire cette revue, il est absolument nécessaire et il doit être prolongé. C'est-à-dire que l'endroit crucial de notre travail, c'est cet échange et ce dialogue qui nous a amenés à réaliser cette revue et puis à continuer à publier des livres. Voilà. On n'a pas du tout respecté ce qu'on avait prévu, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Justement, Tu veux conclure ? Peut-être pour conclure, je pense que l'image que j'ai dévoilée, qui est quand même très très connue, qui est une image qui accompagne le poème de Lewis Carroll, La chasse au snark, qui est une carte blanche, qui est la meilleure des cartes, comme il est dit dans le poème. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant la surface blanche et cette carte où l'on peut se perdre, que le fait que les indications qui l'accompagnent sont erronées, donc une double chance de se perdre. C'est pour moi, je pense, le meilleur des schémas. Perdons-nous, quoi. Voilà. Je vous remercie. Okay, merci.